Je suis Julie Lagrave, je suis co-directrice de l'innovation, de la recherche et de la transformation numérique à l'ARS Île-de-France. Donc on intervient dans notre direction sur des thématiques assez proches de celles qu'évoquait Lucie en introduction. On a plusieurs domaines d'activité, le domaine de l'innovation avec Axel et Émile ici présents. Donc dans ce département, on s'occupe notamment du dispositif Article 51, donc c'est le dispositif qui permet à des projets innovants de se mettre en œuvre. On en a aujourd'hui 35 en Île-de-France et d'autres encore en cours d'instruction, donc sur des domaines et des pathologies assez variées. On s'occupe également d'animer avec plein d'acteurs, notamment certains qui sont présents aujourd'hui, l'écosystème de l'innovation en Île-de-France, avec des accompagnements méthodologiques ou d'accompagnement de certains projets ciblés. On s'occupe également dans notre direction des données en santé, donc là aussi avec un potentiel important qui est devant nous sur comment utiliser les données de la meilleure façon qui soit, et pas mal de projets actuellement. Et puis on s'occupe des dispositifs d'appui à la coordination aussi, ces dispositifs un petit peu innovants qui visent à accompagner les patients qui ont surtout des parcours complexes. Et puis beaucoup de numérique également, avec actuellement des projets comme Mon Espace Santé, qu'évoquait aussi Lucie, donc qui est vraiment au cœur de la problématique qu'on évoque aujourd'hui, puisque c'est un espace numérisé qui va être ouvert à chaque citoyen dans les semaines qui viennent, et qui lui permettra de disposer de toutes les données sur son parcours de santé, et également d'avoir accès à un store d'applications de confiance qui pourront l'aider dans son parcours. Et puis on accompagne aussi sur ce sujet de la transformation numérique tous les établissements de santé, établissements médico-sociaux, professionnels de santé, médico-sociaux, dans l'appropriation de ces outils numériques, avec vraiment une ligne rouge et une priorité pour nous, pour les mois et les années qui viennent, qui est de faire en sorte que tous les systèmes soient interopérables, dans le but justement que les données de santé puissent être échangées, que les parcours ne soient plus fragmentés, et aussi que le patient puisse avoir lui-même dans son espace santé toutes les informations dont il a besoin, et que tous les professionnels qui interviendront aux différentes étapes de son parcours puissent avoir accès à ces données de santé. Donc ça nécessite beaucoup d'actions d'accompagnement de l'écosystème, de montée de version des SI pour que tout soit interopérable et que toutes les données puissent être échangées de la manière la plus fluide possible. Et puis on s'occupe également de notre direction de l'élaboration du prochain projet régional de santé. Donc c'est un document qui est élaboré par chaque ARS pour une durée de 5 ans, et qui établit pour toute la région les priorités dans le domaine de la santé, de la prévention médico-sociale pour les 5 années à venir. Et donc dans ce domaine-là également, le patient est au cœur de nos préoccupations, et on souhaite que le prochain projet régional de santé, donc qu'on démarre actuellement, dont on attaque l'élaboration plus exactement actuellement, intègre vraiment cette dimension de manière très forte. Donc voilà. Pour ce qui me concerne, donc j'ai la chance d'animer cette table ronde avec 3 intervenants. Donc je vais laisser se présenter successivement. Donc tout d'abord, David Labrosse, vous êtes CEO de Triti. Je vous laisse vous présenter rapidement. Un acteur de prévention primaire, et notre démarche est basée sur le jeu, et je suis médecin de formation spécialisé en santé publique. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Pierre Simon, vous avez plusieurs casquettes que je vous laisse présenter. Donc ma première casquette, c'est que je suis médecin hospitalier, néphrologue. J'ai animé un service pendant 35 ans de dialyse, transplantation. Donc j'ai lancé pendant cette période la télémédecine, en particulier la téléexpertise à la fin des années 90, et puis la télédialyse au début des années 2000. Ensuite, j'ai été au ministère de la Santé de 2007 à 2010, en tant que médecin et juriste que je suis également. Et donc, j'ai lancé avec d'autres, en fait, j'ai collaboré au lancement de la télémédecine, et puis en 2011, avec son cadre juridique. Et j'ai fondé en 2006 la Société française de télémédecine, dont j'ai été président de 2010 à 2015.
Et depuis 2015, j'accompagne des programmes de télémédecine, disons, dans le monde, surtout en Amérique du Sud et en Afrique, en fait, où la télémédecine se développe un peu partout. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Et enfin, Antoine Teignard. Bonjour à tous. Moi, je suis professeur de médecine en anesthésie-réanimation et actuellement directeur d'une structure qui est voisine de TechCare et qui s'appelle Paris Santé Campus, qui est un lieu qui a vocation à rassembler tous les acteurs qui pensent et créent le numérique en santé à travers une partie dédiée à un centre de recherche et à des instituts qui travaillent sur tous les enjeux du numérique, intelligence artificielle, imagerie, modélisation numérique et enjeux socio-économiques. Et puis une partie dédiée aux entreprises qui accueillent des startups, des scale-up, des PME, des ETI et des grands groupes, avec la volonté justement d'animer tout cet ensemble et puis d'accélérer toute la transition numérique qui est en cours dans le système de santé. Merci beaucoup. Donc cette deuxième table ronde s'inscrit dans le prolongement de la première et aussi centrée sur le patient et comment rendre le patient plus acteur de sa santé. Cette deuxième table ronde élargit un petit peu le sujet en plaçant le patient au cœur de la problématique, mais aussi tout son environnement, donc au sens vraiment large, que ce soit l'environnement proche du patient, ses aidants, mais aussi l'ensemble de l'écosystème, donc les pouvoirs publics, les startups, les différents dispositifs qui peuvent l'aider justement dans l'appropriation et dans son parcours. Donc, j'aimerais commencer par une question pour vous par rapport à Tricky que vous avez créé. Donc, vous l'avez dit rapidement, qui est une société et un produit basé sur la gamification. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous dire ce qui, selon vous, permet dans ce concept de rendre le patient plus acteur ? À l'origine, c'est un travail de thèse, dont Antoine était dans mon jury de thèse en 2017. C'est parti d'un constat où, en fait, en santé, on a tendance à plutôt aller chercher les patients ou les non-patients pour faire de la prévention. Et en marketing, depuis longtemps, on fait venir plutôt le consommateur vers la consommation de produits. Et le postulat, c'était de se dire pourquoi nous, en médecine, on n'y arrive pas finalement, alors que les techniques et les outils existent. Et la gamification, qui est un mot un petit peu galvaudé, qu'on utilise à mauvais escient la plupart du temps en disant c'est des points, des jetons, etc. C'est avant tout des ressorts psychologiques. Dans le marketing de manipulation pour faire de la consommation, globalement, mais en santé, si l'objectif est de pouvoir améliorer les comportements, réduire les risques, ça peut être un outil assez formidable pour pouvoir générer de la prise de conscience, notamment en prévention primaire, puisque ce que fait Tricky, c'est de la prévention primaire, donc on ne s'intéresse pas vraiment aux patients, mais plutôt aux non-patients pour éviter les pathologies. L'outil, en fait, il est reposé sur un concept que maintenant, je pense à peu près tout le monde connaît, qui est l'escape game, qui est un outil assez intéressant, puisqu'on va vivre une expérience collaborative où on va devoir sortir d'un espace de jeu où il y a des énigmes à résoudre. Et en fait, ces énigmes-là, c'est ce qu'on appelle de la métacognition. Donc en fait, on va amener les participants à tenter de résoudre des énigmes, se tromper et faire un apprentissage par l'erreur pour pouvoir faire un pas de côté et voir les choses autrement. On parlait dans la table ronde d'avant de croyances, de connaissances qui ne sont pas exactes. Je ne suis pas totalement aligné sur la perception de ces croyances-là. Je pense que les croyances en population générale sont un vrai problème à la littératie en santé et à la consommation dans le bon sens du terme, de l'offre de santé. Et il est important de pouvoir réancrer les connaissances et avoir une approche très très homogène de ce qu'on pense de telle ou telle pathologie ou tel comportement en santé. Nous, notre démarche, elle est vraiment en fait en phase de jeu de les faire tromper sur leurs croyances, se faire remettre un petit peu en question pendant la phase immersive pour pouvoir commencer à avoir cette plasticité cognitive et dans un temps suivant, donc c'est 1 heure de jeu et 1 heure de débriefing, de pouvoir en parler avec un professionnel qui va les amener à faire verbaliser ses croyances, à mesurer les intentions de changement de comportement, les freins au changement de comportement et de récupérer toutes ces données-là. Donc le produit est vraiment sorti d'un exercice de recherche avec les équipes de Christophe Sorio, la cohorte iShare, qui est la plus grosse cohorte européenne, si ce n'est mondiale, sur la santé des étudiants. Et on s'est intéressé aux troubles dépressifs. Et en un post sur Facebook, on a réussi à avoir en 3 jours un peu plus de 200 inscrits. Et l'entreprise s'est créée comme ça. On était accompagné par Aquitaine Sciences Transfert qui nous a
aider à transférer le monde de la recherche vers le monde de l'entreprise. Et depuis 2017, la société est rentable. On n'a pas levé de fonds, on est aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs et on déploie ces solutions tant en entreprise sur un axe formation, organisme de formation. Donc au lieu de faire des formations PowerPoint, on fait des formations en situation réelle, ludiques, ou alors sur la santé pour les étudiants. On développe beaucoup pour les missions locales aussi, pour amener les jeunes qui sont en difficulté d'insertion sociale et professionnelle à prendre conscience d'une approche un peu plus intégrative, comme c'était précisé sur la table ronde d'avant. D'accord, et donc justement, les publics que vous avez vocation à toucher sont très larges, vous venez de citer quelques exemples. Comment vous faites justement pour recruter des gens, enfin pour faire en sorte que l'information soit connue largement et que les gens viennent vers vous? En fait, nous, notre métier, c'est de passer par des effecteurs. Donc ça va être une entreprise qui se rend compte qu'il y a des difficultés en matière de risques psychosociaux, ou simplement qui veut améliorer la performance de toute la valeur immatérielle de son entreprise, donc les collaborateurs. Ça va être des établissements de santé. On travaille avec le centre spécialisé obésité à Pau dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Ça peut être une université pour ses étudiants. Donc il y a toujours un décideur qui va en fait faire un acte d'achat chez nous et qui va en fait déployer cette solution pour son public. Donc c'est pas une solution grand public où finalement je viens taper à la porte de chez Tricky pour faire une session d'escape game. On passe par un tiers qui en fait correspond à notre business model, parce qu'aujourd'hui on n'a pas une vision à faire payer le end-user qui est le patient ou le non-patient, mais plutôt à engager des tiers qui ont un intérêt légitime à prendre soin de la santé de leurs collaborateurs, parce que c'est dans leur obligation légale, ou une université ou un établissement de santé. Très bien, merci. Donc la gamification, on le voit, est une méthode vraiment novatrice pour toucher les patients et avoir une approche différente en amont dans la prise en charge des pathologies. Il y a une autre approche qui est maintenant un peu plus ancienne, mais néanmoins pas encore complètement ancrée dans les pratiques, qui est celle de la télésanté. Donc je me tourne vers vous plus pour votre casquette télésanté parmi vos multiples casquettes. On voit qu'on est aujourd'hui à un moment charnière aussi sur la télésanté. Elle a connu différentes étapes. Elle existe depuis maintenant plusieurs années, mais on voit qu'avec le Covid, la téléconsultation a connu une extension extrêmement importante. On voit également que au cours de l'année 2022 vont se mettre en place différentes choses. Il y a quelques jours, l'extension de la téléexpertise est entrée en vigueur. 2022 va marquer aussi l'entrée dans le droit commun de la télésurveillance, qui n'était mise en œuvre que sous forme expérimentale pour le moment. Comment vous voyez ça pour les mois qui viennent? Quels enjeux, quelles opportunités? Merci de m'avoir invité. Alors je pense que pour moi, je vais vous faire un acte de foi envers mon espace santé. Parce que je pense qu'on ne pouvait pas faire de la bonne télémédecine sans mon espace santé. Et mon espace santé, comme on le disait tout à l'heure, c'est l'aboutissement, en quelque sorte, de la loi Kouchner de 2002. Donc, je m'en souviens, puisque mon mémoire de droit médical et d'éthique était sur la loi Kouchner en 2000, oui, avant qu'elle soit publiée. Et donc, si vous voulez, mon espace santé, je pense que c'est ce qui va permettre de mieux développer la télémédecine. Alors, comment ? Il est vrai que, on l'a souvent dit, on l'a écrit dans un décret de télémédecine du 19 octobre 2010, on ne fait pas de bonne télémédecine sans accès aux données du patient. Et en fait, vous savez tous que le DMP a eu beaucoup de difficultés à se développer et qu'on a enfin, dans mon espace santé, on a un dossier médical partagé qui est bien pensé, qui va être alimenté automatiquement, qui va être créé sauf opposition du patient. Et donc, ça va permettre aux pratiques de télésanté, comme vous l'avez dit, de se développer. Alors, je prends simplement un exemple concret qui est dans la poursuite de ce que j'ai connu dans ma vie professionnelle, qui est l'application finalement de toutes ces solutions de télésanté aux patients insuffisants rénal chroniques. Parce que bon, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, ça fait déjà dans notre milieu, disons, de cette spécialité, nous pensions déjà aux solutions de télémédecine
que ce soit pour accompagner le médecin généraliste par téléexpertise lorsqu'il était confronté, je le dis pour les professionnels de santé qui sont dans la salle, à un taux de créatinine, il ne savait pas trop comment gérer. Donc nous avions mis en place dans les années 90 déjà la téléexpertise entre le néphrologue et le médecin généraliste pour éviter que le médecin généraliste renvoie en consultation, disons, un patient dont je dirais, le problème était simple à résoudre et que le médecin généraliste pouvait résoudre. Donc la téléexpertise, vous voyez, on l'a déjà lancée au début des années 2000, et puis là, il est effectivement, c'est une pratique qui va être très bien encadrée maintenant avec l'avenant 9 de la Convention médicale. Et puis, nous avions déjà à cette époque pensé à la surveillance finalement soit des dialysés, soit des transplantés, pour leur éviter de se déplacer, je dirais, dans le centre de référence. Et parfois certains soit prenaient une journée de travail, soit faisaient une centaine de kilomètres pour se déplacer. Et donc nous avions déjà pensé à développer la télémédecine pour surveiller ces patients qui ont besoin d'être surveillés à domicile et pour éviter les hospitalisations et les prévenir, parce que beaucoup d'hospitalisations, notamment dans les années 90, toutes les études avaient été faites, certaines pouvaient être évitées, puisque je crois qu'il y a eu une étude de l'assurance maladie qui a montré que 20% des hospitalisations dans l'hôpital public peuvent être évitées. Alors, et donc, chez les patients insuffisants rénaux, disons, avec notamment l'aide des associations de patients, je disais tout à l'heure en aparté que quand nous avions un patient qui était dialysé ou greffé, déjà dans les années 80 et 90, nous avions des associations de patients qui les accompagnaient, mais qui étaient des associations d'organisation très locales, en fait. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui les patients experts. Et donc, je pense que je reviens à mon espace santé. Mon espace santé va permettre, disons, de mieux organiser, coordonner, disons, cette télésurveillance à domicile. Alors que ce soit avant ce qu'on appelle les traitements de suppléance d'une insuffisance rénale, mais avant qu'il soit dialysé ou transplanté, on a besoin de suivre un patient lorsqu'il est à un certain stade de sa maladie rénale. Et donc là, on a la possibilité d'entrer en contact avec lui par mon espace santé. Le patient a la messagerie sécurisée en santé, il pourra tout à fait, disons, correspondre avec son néphrologue ou avec le médecin traitant. Il pourra également, sur le store dont vous avez parlé, choisir des applications qui pourront lui permettre de bien faire son suivi qu'il lui a prescrit. Parce qu'en fait, dans le suivi d'un patient insuffisant rénal, le problème le plus souvent rencontré, c'est l'abandon du traitement. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que les patients vont suivre leur traitement antihypertenseur ou le traitement comme ça, parce que vous l'avez prescrit. On voit très bien, toutes les études l'ont montré, que 50% abandonnent leur traitement au bout de 2 ans. Et donc, on a besoin d'avoir des contacts entre les consultations présentielles, on a besoin d'avoir des contacts avec le patient, et ça, c'est ça la télésurveillance de la maladie rénale chronique avant le stade de la dialyse ou de la transplantation. Et donc, on a dans mon espace santé tous les outils, j'espère, qui seront labellisés, qui permettront justement de réaliser cette télésurveillance. Et alors, bien sûr, on a tout est en place, mais maintenant, comment le réaliser ? Moi, personnellement, je suis sensibilisé à ce qu'on appelle l'électronisme, puisque l'âge des patients qui sont touchés par ces maladies, il y a quelques patients jeunes qui vont être très, très geeks et qui vont pouvoir s'habituer à toutes ces solutions, mais le plus grand nombre aujourd'hui, c'est quand même des patients qui ont un certain âge, et toutes les études montrent qu'au-delà de 65 ans, vous avez 70% d'électroniques qui sont incapables d'aller sur le site web, en fait, sauf s'ils sont accompagnés. Donc on voit très bien que le télésoin, par exemple, qui a été mis en place, va être très utile pour accompagner ces patients insuffisants rénaux, qui soient avant la dialyse, dialysés ou transplantés, pour les aider à bénéficier des outils numériques qu'on va mettre à leur disposition dans mon espace santé. Donc, je dirais que, pour terminer, que pour moi, la nouvelle télémédecine, donc la télémédecine pendant la période Covid, elle a existé, elle était utile, mais elle n'était pas forcément, disons, une référence de ce qui va se faire après. En fait, Donc aujourd'hui, on a vraiment tous les moyens
de faire développer la télésanté, donc télémédecine, télésoins. Et en fait, mon espace santé, je conclurai en disant que c'est ce qui nous manquait pour que le patient dialogue avec les professionnels de santé. Et pour terminer quand même, les aidants, puisque ça faisait partie, je dirais, de l'écosystème proposé, il faut que les aidants à domicile, pour justement éviter, enfin prévenir ou corriger cet électronisme, soient formés au numérique, parce qu'il va falloir qu'ils aident, je dirais, ces patients à domicile pour qu'ils puissent utiliser tous les outils qu'on va mettre à leur disposition pour être mieux soignés. Merci beaucoup. Donc, effectivement, le numérique est au cœur, vraiment au cœur du sujet et au cœur de la thématique d'aujourd'hui sur l'empowerment du patient en beau français. Vous êtes à la tête de Paris Santé Campus, qui a été donc créé en fin d'année dernière. Qu'est-ce que vous observez de la part des startups, notamment qui sont incubées, qui viennent vous voir sur ce volet-là? Est-ce que vous sentez que cet aspect faire du patient un acteur de son parcours est de plus en plus au cœur des problématiques et des enjeux des startups qui viennent vous voir? Qu'est-ce que vous observez? Oui, absolument. Alors des startups évidemment, mais de tous les acteurs. Et je crois que Pierre Simon en a fait une très belle démonstration, notamment la façon dont les pouvoirs publics aussi se préoccupent de ces positionnements. Et puis au-delà de ça, et il faut leur reconnaître vraiment un rôle important, les associations de patients qui ont été très militantes au départ pour se positionner, parce que c'était pas forcément la conception il y a quelques années, vraiment comme un acteur référent pour définir des enjeux, des besoins, des positions, des souhaits. Et donc, moi, je suis ravi d'entendre aujourd'hui tout le monde, effectivement, qui dit qu'on va mettre le patient au cœur du système de santé, que le numérique va aider, etc. La question après, c'est qu'est-ce que ça veut dire en pratique, comment ça se met en place, et puis comment on prévoit le coup d'après, qui est, une fois que le patient est complètement intégré, le cercle proche, c'est-à-dire les aidants, et puis surtout le mouvement vers la prévention, et donc le citoyen au sens large, qui est une dimension beaucoup plus importante, mais qu'il faut anticiper dès maintenant. Donc ça se matérialise effectivement par notamment la présence de startups qui développent des produits et des services à destination des patients, et avec des intermédiaires. Alors ça peut être les entreprises comme David, ça peut être des centres de soins, ça peut être des réseaux de soins qui travaillent justement sur du design de parcours, où on va implémenter des outils numériques qui vont permettre de faciliter la compréhension d'une trajectoire pour un patient, le suivi, les alertes dans la prise en charge. Je trouve que l'insuffisance rénale, là aussi, est un très bon exemple de la façon dont on peut essayer d'éviter des hospitalisations. Le numérique est un outil, c'est pas le seul, mais ça permet d'aider dans ces dimensions-là. Donc on voit une vraie effervescence autour de ces éléments. Ce qu'il faut surtout, c'est arriver à faire en sorte que cette effervescence, elle soit constructive, elle soit dirigée et elle soit le plus coordonnée possible. Parce que sinon on arrive dans des mouvements un petit peu browniens où tout le monde a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamique, mais où finalement il n'y a pas réellement de coordination. Et je trouve que les mois qu'on a vécus sont très intéressants parce qu'ils ont donné un objectif commun à tout un système, et au-delà d'un système, en fait, à toute une population, parce que beaucoup d'acteurs se sont impliqués dans toutes les questions autour de la crise Covid, et c'est une bonne façon de voir comment est-ce qu'on peut aligner des acteurs pour résoudre un objectif commun. Donc l'idée n'est pas de dire qu'on va avoir du Covid en permanence parce qu'on va garder cet alignement, mais simplement de se dire que dans la façon dont on va voir justement les écosystèmes, leur collaboration, leurs objectifs, il faut garder cette logique-là de dire on met ensemble des acteurs, on travaille avec un objectif qui est commun, et puis on les aligne pour faire en sorte que derrière il y ait une vraie production et une vraie intégration justement de tous ces acteurs, que ce soit des startups, des soignants, des industriels, des patients évidemment, et au-delà de ça, comme je le disais tout à l'heure, la société de façon plus large. Donc en tout cas, dans ce qu'on met en place à Paris Santé Campus, c'est évidemment un acteur important. Je pense qu'il faut de façon très concrète, c'est le cas parfois dans certains environnements, mais pas toujours,
que les patients soient positionnés, qu'ils soient décisionnels dans les organes. Typiquement, moi j'ai beaucoup travaillé à l'hôpital ou à l'université, donc vraiment au moment où on prend les décisions et où on conçoit les programmes, que ce soit des programmes de formation, des programmes de recherche, des programmes de soins. Et je trouve, et j'espère en tout cas que c'est le cas des startups, qu'il faut arriver à intégrer de façon très active vraiment cette vision-là. Donc c'est pas toujours très simple pour plein de raisons, et voilà, mais en tout cas c'est un progrès vers lequel nous on essaye de pousser au maximum, parce qu'au final c'est ça la vraie valeur qu'on va pouvoir trouver quand on design un produit, un service ou une application. C'est que ce soit exactement comme vous designez une application pour prendre un billet de train ou envoyer un courrier recommandé par Internet, quelque chose qui soit user-friendly et qui rende un vrai service. Je pense que c'est effectivement une vraie question. Enfin, on le voit aussi du point de vue de l'ARS. C'est vrai qu'il y a des acteurs qui ont individuellement d'excellentes idées, qui viennent nous voir. Enfin, nous en tant qu'ARS, et sans doute vous également, mais de manière séparée, des startups qui ont une très bonne idée, mais qui sont peut-être pas forcément toujours en lien direct avec des patients ou avec des professionnels de santé ou des établissements de santé qui pourraient les mettre en œuvre. Inversement, des associations de patients ou des patients qui ont eux-mêmes une expérience, un vécu, une vraie connaissance par rapport à leur pathologie, les pouvoirs publics aussi d'un autre côté. Et effectivement, un des enjeux, et je vous rejoins complètement, est d'arriver à faire converger, à mettre en un seul lieu ces acteurs différents qui apportent chacun un angle et des connaissances différentes. Concrètement, Comment vous faites à Paris Santé Campus pour faire cette mise en commun et cette mise en relation des différents acteurs? Déjà, avoir une unité de lieu, c'est important. Et c'est pas forcément le modèle final, même si c'est à mon avis quelque chose qui a tendance à persister, qui pourra persister, mais c'est en tout cas un point d'entrée. Et puis trouver donc des bases communes pour échanger, ça peut être des objectifs, typiquement je parlais de la crise Covid, ça peut être des langages communs aussi, ça peut être des moments de rencontre, des événements, etc., qui soient structurés, professionnels ou qui soient informels. Et en tout cas, voilà, c'est tout un programme d'animation qu'on met en place une fois que tous les acteurs sont sur site pour qu'ils puissent se rencontrer, se parler, comprendre qu'en fait ils ont des enjeux en commun et puis faire tomber certains silos, certains a priori qui font qu'aujourd'hui ces acteurs sont parfois un petit peu isolés. Et le fait déjà de les réunir, c'est absolument indispensable. Et puis derrière, ensuite, c'est créer du réseau et de l'animation qui, à terme, quand tout aura fonctionné et quand tous les écosystèmes seront bien connectés, pourront aussi être des réseaux à distance ou virtuels. Et évidemment, cette vision-là, on la porte à l'échelle de Paris Santé Campus, mais on la porte aussi à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que tout se passe sur un seul site. Et il faut arriver à penser cette logique-là dans des écosystèmes ouverts d'innovation, que ce soit à Bordeaux, d'où vient David, à Montpellier, à Lyon, à Lille, à Nantes ou à Marseille, parce que les acteurs sont à proximité de là où ils vont créer, et que l'innovation, il faut la faire émerger justement dans son environnement. Donc c'est aussi ça un des enjeux, c'est d'arriver à disséminer cette vision-là. Il y a déjà des sites, c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau, bien entendu, et donc il y a déjà des sites ou des écosystèmes ou des territoires où il y a cette structuration, et il y a cette ouverture qui fonctionne et qui produit bien justement et qui permet d'aligner les acteurs. Et l'idée, c'est d'arriver à en faire une vraie dynamique qui permettent, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une meilleure coordination, une meilleure fédération sur le plan national, et qui soit accompagnée justement par les grands axes de santé publique que les ARS portent, que les différentes directions du ministère définissent, on les connaît. C'est la santé mentale, je trouve que Tricky est un bon exemple, c'est la santé de la femme, c'est les enjeux autour du médicament, c'est les enjeux autour du numérique dont on voit l'accélération aujourd'hui. Et donc voilà, il y a une petite dizaine de grands axes comme ça sur lesquels on peut aligner justement des acteurs et les faire travailler ensemble. Et ça nécessite effectivement de la méthode, de l'ouverture, et encore une fois, mettre en avant tout ce qu'on a vu en termes de collaboration
à travers les derniers mois, et je trouve un élément assez exceptionnel pour montrer la valeur ajoutée de ces interactions. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir mettre en place des plateformes numériques en moins de 3 semaines pour connecter tous les acteurs de la biologie médicale française, et pourtant ça a été fait pour avoir tous les résultats de tests à travers un système d'information qui s'appelle CIDEP, qui n'est pas forcément l'élément le plus visible, mais qui est un élément absolument incroyable. On n'aurait jamais imaginé pouvoir mettre en place des parcours de soins comme ce qui s'est mis en place en Ile-de-France, mais il y en a eu dans plein d'autres régions. Je pense à Covidome, ou des réseaux finalement où on va mailler la ville, l'hôpital, les visites à domicile, le suivi, etc., pour avoir une chaîne complète d'intégration de données au service de chacun des patients. Et tout ça s'est fait en 3 semaines, 1 mois maximum, avec des acteurs qu'on n'aurait pas forcément anticipés. Certains étaient évidents, je pense aux grands groupes hospitaliers, la PHP, la PHM, les HTL, qui ont évidemment été tous impliqués, mais d'autres aussi qui ont aidé et qui n'étaient pas du tout forcément dans le paysage et qui ont amené une vraie valeur ajoutée. Donc c'est ça aussi qu'il faut arriver à pérenniser et à se dire que finalement, dans ces écosystèmes-là, le fait d'avoir des objectifs communs qu'on va adresser avec des acteurs variés va permettre d'avancer rapidement sur des grands enjeux qu'on a identifiés. Tout à fait. J'aimerais rebondir sur un point plus spécifique qui a été abordé aussi lors de la première table ronde, mais qui me semble important collectivement, c'est celui du modèle économique. Vous avez commencé à apporter quelques éléments de réponse par rapport à Tricky. Je pense que c'est une question que chacun qui s'est lancé dans un projet s'est posé. C'est une question qu'on se pose aussi, pouvoir public, quand on se lance dans le financement d'un projet, et j'imagine Paris Santé Campus également. Donc c'est une question que j'aimerais vous poser à tous les trois. Comment vous abordez cette problématique du modèle économique? Quels sont selon vous est-ce qu'il y a des constantes qu'il faut prendre en compte, ou au contraire, selon la thématique qu'on aborde, selon le projet qu'on met en œuvre, il peut y avoir des réponses différentes, et peut-être admettre pour certains projets qu'il n'y a pas de modèle économique, et donc du coup un financement qui doit de manière pérenne être assuré par les pouvoirs publics, ou inversement d'autres thématiques qui sont plus porteuses, ou en tout cas qui ont plus de modèles économiques rentables, et voilà, donc c'est une question assez ouverte pour tous les trois. Pour une entreprise, quelle qu'elle soit, ça reste quand même un sujet majeur. Sans business model, ça tourne pas, on va être très clair. Si je parle de Tricky, mais je donnerai un scope un peu plus large à la fin, mais quand on parle de prévention primaire, c'est qu'il n'y a pas de business model. Aujourd'hui, vous allez courir après des enveloppes budgétaires, de l'expérimentation. Globalement, il n'y a pas d'argent, quoi. Et quand on parle de prévention, même dans Ma Santé 2022, la plupart, c'est de la prévention secondaire. On parle de patients malades pour lesquels on va réduire des comorbidités, mais pour les patients non malades, améliorer le niveau de santé d'une population et la protéger pour ne pas tomber malade. Aujourd'hui, si quelqu'un a un business model, je suis preneur, moi, j'en ai pas trouvé. Ce qu'on a trouvé, par contre, c'est de pouvoir avoir cette agilité de se dire, OK, il y a peut-être des intérêts légitimes comme une entreprise à acheter de la formation pour développer des compétences psychosociales, pour éviter que le collaborateur tombe malade, et y trouver une forme de performance dans son activité, ou parce que une université a un devoir de prendre en charge la santé de ses étudiants. Donc là, on peut trouver des acheteurs qui vont avoir un intérêt à consommer la prévention primaire. Ce qui se passe aujourd'hui, notamment en matière de prévention primaire, c'est comment on peut passer d'un modèle au départ d'achat d'un produit qu'on possède à un produit pour lequel on va posséder mais que lorsqu'on va l'utiliser, donc un modèle économique lié à l'usage. Et je pense que ce qui doit nous amener en fait à être performants en matière de prévention primaire, c'est de réussir à rentrer dans un modèle économique à la performance, à la réussite. Aujourd'hui, vous prenez un usager qui prend son traitement. Pourquoi il arrête au bout de 2 ans son traitement d'insuffisant rénal? Parce qu'il ne voit plus la pathologie. Une des explications, c'est que la pathologie, d'une certaine façon, disparaît, et puis dès qu'on arrête le traitement, ça reprend, et malheureusement, quand vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane, vous êtes prêt à acheter le Doliprane parce que vous savez que vous allez avoir un résultat qui est probant. Le problème de la prévention primaire, c'est quelle est l'imputabilité de la démarche, et comment finalement on va la monnayer en disant oui, mais regardez, cette population qui, aujourd'hui, 25% de la population fera un trouble psychique dans sa vie, comment on la réduit à 20, à 10, à 15, j'en sais rien, et montrer l'argent qu'on peut économiser. Et
la seule façon de pouvoir demain monétiser la prévention primaire, c'est avoir des engagements clairs sur l'imputabilité de nos données, de montrer qu'une démarche va générer de l'efficacité, que ce soit pour une entreprise ou un territoire auprès de sa population. Maintenant, c'est clair que c'est pas du tout attractif pour une entreprise d'aller sur ce champ d'activité. Moi, en tant que médecin santé publique, ça restait une obligation d'y aller parce que notre système de santé, on l'a vu avec la crise Covid, quand on manque de lits, quand on manque de moyens pour prendre en charge une épidémie qui nous atteint à ce niveau-là, en fait, il faut s'organiser, il faut peut-être le faire aussi en amont. Et en amont, c'est les règles d'hygiène, c'est tout ce qu'on nous apprend ou ce qu'on nous apprend peut-être moins à l'école, dans notre éducation, et pour lequel il va peut-être falloir investir et donc trouver peut-être des acteurs institutionnels qui vont assurer aussi le financement de ces démarches-là. Oui, alors moi je vais parler surtout de prévention tertiaire. J'ai la conviction que on peut faire aussi bien avec les nouveaux moyens actuels de télésanté, de solutions numériques, et moins cher. Alors, je vais donner 2 exemples. L'assurance maladie avait fait, il y a environ quelques années, une enquête sur ce qu'elle payait pour l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque. 350 000 hospitalisations par an dans les hôpitaux publics, et avec le GHS, enfin le groupement hospitalier de séjour de insuffisance cardiaque, ça correspondait à 2 milliards d'euros qu'elle dépensait pour ces hospitalisations. Et donc si on envisageait une prévention des hospitalisations, car les cardiologues qui sont dans cette salle le savent qu'on peut tout à fait prévenir un certain nombre d'hospitalisations, partons d'une hypothèse de 50%, donc on pouvait réduire la dépense liée aux hospitalisations d'insuffisance cardiaque, disons, autour de 1 milliard. Mais il est évident que si vous réduisez des recettes hospitalières de ce type, vous avez de nouveau un problème avec le financement de l'hôpital, en fait. Alors, ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'était l'insuffisance rénale. J'avais calculé, quand je m'occupais au niveau de la Société française de néphrologie de la télémédecine, puisqu'on avait développé le modèle de la télédialyse, qu'en développant, je dirais, des solutions, comme on disait, hors centre, l'insuffisance rénale chronique, c'est probablement la pathologie qui coûte le plus à l'assurance maladie. C'est 3 milliards d'euros par an. Et donc, on pouvait, avec des organisations nouvelles de télédialyse dans ce qu'on appelle les unités de dialyse médicalisées, ou même les autodialyses, ou même à domicile pour une technique qu'ils appellent la dialyse péritonéale, on pouvait aller à une économie, à une réduction de ce budget de 3 milliards de 250 millions d'euros. Donc, c'était pas anodin quand même en matière de conséquences. Mais on voit bien que en organisant, disons, différemment le suivi des maladies chroniques à domicile, en prévenant les hospitalisations, on peut générer, je dirais, disons, non pas des économies, mais des dépenses, disons, en moins, qui pourront être réinjectées d'ailleurs pour les nouveaux patients qui vont arriver. Parce que vous savez que les maladies chroniques, on est au milieu du gué. On avait tout à fait, il y a eu des études qui ont été faites au début des années 2000, où on devait plus que doubler le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus. Alors quand vous prenez, dans toutes les régions du monde, quand vous prenez la population qui vieillit, vous augmentez la prévalence de la maladie rénale chronique, indiscutablement. Et donc on voit très bien qu'aujourd'hui, si on ne veut pas submerger l'hôpital, on a vu l'exemple d'une submersion avec la Covid, si on ne veut pas submerger l'hôpital dans les années à venir, puisque on est vraiment au milieu du gué pour les maladies chroniques, eh bien, il va falloir trouver d'autres solutions organisationnelles pour suivre les patients au domicile. Et je crois qu'on a aujourd'hui, avec tout ce qui se prépare dans Paris Campus Santé, avec toutes les solutions technologiques numériques qui sont en train de fleurir en France, et on a à se féliciter en France d'avoir autant de créativité. Je pense qu'on peut tout à fait changer l'organisation de notre système de santé, le rendre plus efficient, c'est-à-dire soigner aussi bien, mais moins cher.
Et alors, dernière chose que je dirais dans le modèle économique, il faut intéresser les professionnels de santé. Et je crois que le modèle étape qui a été testé par l'assurance maladie, avec un modèle d'intéressement, si on avait des résultats qui dépassaient les objectifs fixés par l'assurance maladie, eh bien, je crois que c'est dans cette voie-là qu'il faut aller. L'Institut Molinari a publié récemment que la télémédecine pouvait générer, en pratiquant la téléconsultation, correspondant à 10% de l'activité d'un médecin, on pouvait économiser, économiser pour l'assureur en général 1 milliard d'euros. Alors bien sûr, les exemples étaient pris dans les pays anglo-saxons et pas en France. Mais si on appliquait le développement de la téléconsultation, on peut aller jusqu'à 20% maintenant dans l'avenant neuf de l'activité. Eh bien, on voit très bien qu'il y a une source là aussi, disons, d'économie, mais qui non pas pour réduire, disons, les dépenses de l'assurance maladie, parce que de toute façon, elles vont augmenter, mais pour pouvoir mieux les distribuer et avoir, disons, une efficience sur toutes ces maladies chroniques qui arrivent. Merci beaucoup. Ouais, sur la question du modèle économique, on pourrait en parler plusieurs journées Oui. avec beaucoup d'angles de vue. Deux angles complémentaires à ce qui a été dit. Le premier qui me frappe, c'est que quand on pense aujourd'hui modèle économique, il y a beaucoup de gens qui vont d'emblée dans la case remboursement, assurance maladie. Donc c'est effectivement une réalité historique de notre système de santé, mais il y a aujourd'hui beaucoup de solutions, beaucoup de services, beaucoup d'applications, notamment dans le numérique, qui ne dépendent pas du remboursement. Et donc il ne faut pas toujours aller chercher uniquement vers l'assurance maladie et vers la case remboursement des solutions pour un modèle économique qui se développe. Je crois qu'il y a plusieurs sociétés qui ont été incubées ici à TechCare, justement, qui sont des bons exemples de la façon dont on peut imaginer des modèles économiques qui sont indépendants justement de ce remboursement. À partir du moment où ils amènent un service, ils amènent une plus-value dans un système, et qu'il y a des payeurs et qu'il y a des clients, il y aura de la place pour un modèle économique. Donc ça, c'est le premier message qui est important. Après, la question du remboursement est un autre sujet avec toutes les barrières à l'entrée, entre guillemets, que vous connaissez tous, les évaluations, le service médical rendu, etc. Deuxième message, et je rejoins là aussi ce qui a été dit, c'est que on ne pourra pas amener de façon durable des changements profonds dans les innovations et dans notre système de santé s'il n'y a pas effectivement un modèle qui est associé derrière, qui soit un modèle ouvert ou qui soit un modèle accompagné vers les pouvoirs publics. Et notamment, pour anticiper les grandes transitions de notre système de santé, Pierre Simon a parlé de l'impact du vieillissement, de la dépendance et de tout ce qui va avec. J'ai parlé tout à l'heure de la prévention. C'est absolument indispensable d'avoir des modèles qui soient associés, pas forcément pour dire que le système va gagner de l'argent ou qu'il va... mais simplement pour qu'il y ait de la création de valeur, qu'elle soit médicale ou en termes de services rendus pour les patients, qu'elle soit économique, parce qu'il y a des acteurs qui accompagnent justement l'amélioration ou la transition de ces modèles. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur la prévention, par exemple, même si ça fait partie du bon sens qu'on partage tous de dire vaut mieux prévenir une maladie que de la guérir, eh bien, on n'a pas encore de modèle qui soit vraiment performant et qui soit complètement intégré. Donc l'article 51, j'ai une porte ouverte justement vers des premières pistes et des premières innovations. Je crois que s'il y en a qui en doutent encore, là aussi l'exemple de la Covid est un très bon exemple de l'impact que peut avoir la prévention, c'est-à-dire éviter des infections sur le bout de chaîne, c'est-à-dire le soin et la saturation des hôpitaux et les coûts qui sont associés. Et donc c'est tout un système en fait qu'il faut accompagner dans ce changement de conception, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est complètement centré sur le soin et le bout de la chaîne, c'est-à-dire à la fois les hôpitaux, la formation des professionnels de santé également, mais tout le monde industriel qui travaille sur cette partie-là. Et il faut arriver à ramener tout le monde, et ça se fera par évidemment de la politique publique, par des financements à perte au départ, entre guillemets, même si à la fin ce sera des investissements qui seront rentables, et puis la mise en place de modèles spécifiques pour se dire qu'en fait on va travailler bien en amont et que ce qu'on va investir en amont finalement nous permet de gagner énormément de valeur sur l'aval. Mais ça veut dire qu'il faut changer
tout un ensemble, y compris professionnel, pour repenser ces nouveaux métiers et faire en sorte que si on espère dire que, par exemple, on aura besoin de moins de lits de réanimation, et bien à ce moment-là, on accompagne justement la transition. Voilà. Et le métier que je fais justement de la réanimation, c'est typiquement un métier de bout de chaîne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les pathologies s'aggravent, on va arriver vers de l'hypotension, du coma et puis de l'arrêt cardiaque. Et c'est un socle à peu près commun à l'aggravation de toutes les maladies. Et donc le travail qu'on fait nous en tant que réanimateurs, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas en arriver là. Et donc si on prend une échelle un petit peu plus large, c'est dans notre système de santé, comment est-ce qu'on fait pour ne pas en arriver à des hospitalisations, à des soins lourds, etc. En sachant qu'en fait, avec tous les outils dont on utilise aujourd'hui, que ce soit de l'identification, de l'information qui est absolument essentielle, des parcours de soins, du suivi, etc., eh bien on peut espérer ne pas en arriver là, si je puis dire.